Bonjour, professeur Dubois. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Even, la communauté des femmes et des hommes qui sont passionnés par la longévité. La mission est de donner des outils, des conseils pratiques développés par les experts, développés par les médecins pour pouvoir augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, on est tous passionnés par ça et unis autour de cette idée. Vous êtes professeur de neurologie à Sorbonne Université. Vous êtes président de la Société française de neurologie. Vous avez créé l'unité de recherche INSERM à l'Institut de cerveau et de Moelle-Épinière. Vous avez également créé, et vous êtes actuellement le chef de service des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Salpêtrière, où on se trouve actuellement, on tourne cet entretien. Vous êtes membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et directeur scientifique de la Fondation pour la recherche en Alzheimer. Vous avez écrit ce livre pour lequel on se voit aujourd'hui, qui s'appelle Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle. Vous souhaitez relever la vérité sur cette maladie qui dit, que vous dites, beaucoup de gens craignent. Et c'est la réalité parce que il y a beaucoup de questions qui ont été suscitées quand je dis que j'allais tourner une interview avec vous. Pourquoi vous appelez cette maladie la maladie du siècle et pourquoi c'est un défi qui fait autant peur aux gens? Merci effectivement de vous intéresser à cette maladie. C'est effectivement la maladie du siècle. Alors j'ai écrit ça juste avant le Covid. Alors évidemment, vous pourrez me dire c'est quand même le Covid aussi, la maladie du siècle. Non, je pense que malgré tout, j'espère que le Covid sera une parenthèse. Et j'ai peur que la maladie d'Alzheimer ne soit pas une parenthèse. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est naturellement fréquente quand on vieillit. Je ne dis pas qu'elle est due au vieillissement, elle n'est pas due au vieillissement, mais elle est liée au vieillissement. Et comme, de façon un petit peu anecdotique, j'ai l'habitude de dire que comme aujourd'hui, on n'a pas la chance de mourir à 20 ans à cause d'une guerre ou parce qu'on a un accident de voiture, ou parce qu'il y a la tuberculose, ou parce qu'à 40 ans, on fait l'infarctus du myocarde, etc. Bon, grâce à tout cela, la population vieillit. Et c'est une chance, et c'est la conséquence de la qualité de la médecine. Et donc, on arrive tous, vous et moi, vers l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Et par exemple, s'il y a une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie est de 90 ans. Elle vivra 90 ans en moyenne. Et à 90 ans, on sait que 40% des gens ont la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que ça veut dire que 4 petites filles sur 10 qui naissent aujourd'hui ont le risque de développer cette maladie. Donc c'est en ça que c'est la maladie du siècle, puisque au niveau mondial, le nombre de gens âgés de plus de 65 ans augmente en pourcentage dans la plupart des pays, dans tous les pays sauf l'Afrique. Les projections en 2050 montrent que, à part l'Afrique, tous les pays du monde verront leur population augmenter de façon très importante pour ce qui est des gens âgés de plus de 65 ans. Donc ça veut dire que ça va devenir un vrai problème pour la communauté mondiale. Vous avez compris, on va parler maladie Alzheimer, on va parler génétique, on va parler prévention, on va parler dépistage précoce, des stratégies, on va parler également des stratégies pour réduire les risques d'avoir cette maladie et éventuellement des protocoles qui existent déjà aujourd'hui ou qui apparaîtront pour ralentir la progression de cette maladie. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous appréciez cette interview, abonnez-vous et commentez, posez vos questions sur les pages Even. Alors, juste avant qu'on commence à rentrer dans le sujet, pourquoi vous êtes passionné pour la maladie de l'Alzheimer? D'abord, c'est surtout passionné par le cerveau. Le cerveau, c'est le plus bel organe de la création, sans aucun doute. C'est 1,2 kg, 1,3 kg, 80% d'eau, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une grosse méduse. C'est une grosse méduse et qui fait des opérations mentales d'une complexité qu'un ordinateur de la taille de la tour Montparnasse ne pourrait pas réaliser. Voilà, c'est un mystère total. Le cerveau, ça nous fait penser, ça nous fait marcher, ça nous fait danser, ça nous fait rêver, ça nous fait avoir de la souffrance, ça nous fait avoir de la joie, ça nous fait créer,
ça nous fait aller sur la Lune. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Cette petite boule qui fait, je vous dis, c'est une masse gélatineuse informe, et ça fait des choses absolument extraordinaires. Donc ça m'a toujours intéressé, et ça m'a surtout intéressé dans le sens que ça produit le comportement, et ça produit aussi les dérèglements mentaux. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que la maladie mentale résulte de dysfonctionnements cérébraux. C'est pas surnaturel. C'est la matière qui produit la pensée. Voilà. Et donc, pour cette raison-là, étant d'une famille de psychiatres et de neurologues, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de comprendre comment fonctionne le cerveau pour expliquer justement les maladies, et notamment les maladies mentales et les maladies du comportement. Raison pour laquelle je suis chef du service des maladies cognitives et comportementales. Expliquez de manière courte, si possible, qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau. Plus précisément, c'est une maladie des neurones du cortex cérébral, c'est-à-dire de la couche périphérique où il y a justement les corps cellulaires, les neurones. Et donc, il faut comprendre que ces neurones échangent des informations par des voies d'autoroute qui vont de l'un à l'autre, etc. Et donc, ces neurones sont organisés en modules qui sont impliqués dans des traitements spécifiques. Par exemple, vous avez le module du langage, le module de la mémoire, le module de la reconnaissance visuelle, le module de la compréhension des mots, le module de l'orientation temporelle, de l'orientation spatiale, etc. Et on va observer au cours de cette maladie, si vous voulez, une extinction de ces différents modules. Et petit à petit, vous voyez, c'est comme une cathédrale dont les piliers s'effondrent. Petit à petit, le toit de la cathédrale va tomber. C'est-à-dire que ça va commencer par une atteinte des neurones de l'hippocampe. Je vous dirai après à quoi sert l'hippocampe. Mais pour résumer, l'hippocampe, ça fonctionne pour enregistrer des informations nouvelles. Et donc, on va avoir du mal à mémoriser, à garder de nouveaux souvenirs. On se rappelle des anciens, mais on a du mal à faire de nouveaux souvenirs. Et puis après, on va avoir des troubles du langage. Après, on va avoir des troubles du comportement. On a du mal à s'engager dans l'action. On va avoir des difficultés de reconnaissance visuelle, des objets, des visages, etc., des troubles psychologiques, etc. Et petit à petit, on va perdre son autonomie. C'est-à-dire qu'on ne sera plus indépendant pour les activités de la vie quotidienne. On aura besoin d'être aidé pour prendre ses médicaments ou pour se déplacer, pour aller chez le médecin, etc. Et donc, ça détermine en médecine ce qu'on appelle la démence. C'est un terme affreux, c'est malheureux, mais c'est comme ça que nous, on appelle les gens qui sont dépendants. Les gens qui sont dépendants, ce sont des gens qui ont un stade de démence. Eh bien, à un moment donné de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, on va arriver à ce stade. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a pour moi deux stades. Il y a le stade avant la démence, où on commence à avoir des petits troubles, des troubles souvent discrets, et qui peuvent rester d'ailleurs assez longtemps relativement stables. Et puis petit à petit, ça va s'aggraver, et il va y avoir, comme je vous l'ai expliqué, à cause de la juxtaposition des lésions et donc des nouveaux symptômes, il va y avoir un effondrement de la capacité du sujet à rester autonome, et là, il va falloir qu'on l'aide, et c'est là qu'on est dans la vraie maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer qui a des conséquences importantes pour l'entourage, parce qu'il va falloir à ce moment-là aider le patient, parce qu'il va falloir le prendre en charge. À quel âge peuvent apparaître les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? Alors, comme on l'a dit au début, la maladie est d'autant plus fréquente qu'on avance en âge. Elle est très fréquente à 90 ans, un peu moins à 80, encore un peu moins à 70. Mais on peut dire que c'est à partir de 65-70 ans qu'on commence à la voir apparaître de façon relativement visible, visible, assez fréquente. Mais sachez que nous, en neurologie, on voit aussi des patients de 50 ans, 55 ans qui ont la maladie. C'est la forme jeune, ce qu'on appelle l'Alzheimer jeune, mais c'est dramatique parce que, si vous voulez, ce sont des gens qui ont encore une vraie emprise dans la vie sociale, professionnelle, familiale. Ce sont des pères ou des mères qui ont des enfants de 7, 8, 10 ans et qui tout à coup développent une maladie qui fait qu'ils ne vont plus pouvoir assurer cette fonction de pilier qu'ils ont parce qu'ils sont encore en plein dans la vie active. Est-ce que la phase de début de cette maladie, de la maladie d'Alzheimer, est facile à reconnaître? Non, elle est difficile à reconnaître. Elle est difficile à reconnaître pour la raison
que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que comme ça touche l'hippocampe, on va avoir, j'ai l'habitude de dire que l'hippocampe, c'est le péage de l'autoroute des souvenirs. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous percevez est analysé par vos systèmes perceptifs, la vue, l'odorat, l'ouïe, l'audition, etc. Et une fois que ça a été perçu par les systèmes perceptifs, c'est envoyé comme un ballon de rugby vers l'hippocampe pour être transformé, pour que ça rentre dans la banque du cerveau, pour être transformé en trace de mémoire. Quand vous avez une maladie de l'hippocampe, vous ne pouvez plus transformer ce que vous percevez en traces de mémoire. Vous avez du mal à rentrer des informations nouvelles dans la banque. Il y a plein de choses dans la banque. Tout ce que vous avez vécu est déjà dedans, bien sûr. Et c'est le paradoxe qui est assez émouvant de ces familles qui accompagnent des patients et qui nous disent « Docteur, ça ne va pas être bien grave. » Il se rappelle du nom de sa maîtresse d'école. Oui, très bien. Et ça ne m'étonne pas. La mémoire a fonctionné, l'hippocampe a fonctionné. Mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a fait hier? Non, non, justement, il a du mal à s'en rappeler. Mais sa mémoire est bonne puisqu'il se rappelle de ce qu'il a. Et non, et non. La mémoire n'est pas bonne s'il ne se rappelle pas ce qu'il a fait hier. C'est la fameuse mémoire épisodique. La fameuse mémoire épisodique. Alors, pourquoi je vous dis que c'est difficile? Parce que tout le monde, à partir de 50 ans, 55 ans, vos auditeurs, moi-même, vous dans quelques années, tout le monde se plaint de sa mémoire. Tout le monde se plaint de sa mémoire. Moi, je me passe mon temps à chercher l'emplacement de mes lunettes, je passe mon temps à chercher mes clés, je passe mon temps à chercher mon iPhone, mon smartphone, je passe mon temps à le chercher. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à des choses banales. L'emplacement de ses lunettes, on les pose, parce qu'on pense à autre chose, on ne fait pas attention. Donc ça veut dire que l'enregistrement, vous voyez, la capture perceptive par le système perceptif est parfois un peu défaillante, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Vous dites qu'on vit dans une époque, vous le dites dans le livre d'ailleurs, vous dites qu'on vit dans une époque où on est submergé d'informations. Submergé d'informations, mais bien sûr. Beaucoup plus qu'avant. Mais bien sûr, donc on ne peut pas tout se rappeler. Donc si vous voulez, ça n'est pas... Le problème, c'est que la plainte de mémoire est un phénomène très banal et qui est lié à l'âge. Donc on a d'un côté la plainte de mémoire, qui est un phénomène banal lié à l'âge, et de l'autre côté, on a une maladie de la mémoire qui est aussi liée à l'âge. Donc, comment faire la part des deux? Eh bien, c'est là qu'il faut bien expliquer aux gens que la plainte de mémoire est banale et qu'elle est liée à des troubles de l'attention, parce qu'on ne fait pas attention aux choses sans importance. Et donc, c'est normal qu'on en laisse un peu de côté. En revanche, des choses importantes, on doit s'en rappeler. Et quand comme par exemple un événement familial important, comme par exemple la visite ou un dîner avec des amis. Récent. On est d'accord. Récent, exactement. Donc, si vous voulez, il y a des marqueurs qui doivent nous alerter. Par exemple, reposer plusieurs fois la même question, se répéter, dire plusieurs fois la même chose. Ce sont les symptômes qui pourraient signifier qu'on a un début, éventuellement. Éventuellement. Ça mérite d'aller consulter. Se perdre dans son quartier, avoir du mal à se repérer. La désorientation spatiale, exactement. Ça doit alerter. Bon, voilà, donc c'est des choses qui sont un peu, qui ont une signification, parce qu'on se dit, la personne qui pose plusieurs fois la même question, c'est quand même bizarre, parce que si elle pose la question, c'est qu'elle est intéressée par la réponse. Et si elle repose la question, c'est qu'elle n'a pas enregistré une information qui a de l'importance pour elle. Donc, vous voyez, il faut faire la part des choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plainte de mémoire est banale. Et j'ai même montré que plus la plainte est élevée, moins on a de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. C'est paradoxal, mais c'est un fait que nous avons confirmé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, les gens qui se plaignent, ce sont souvent des gens qui sont surmenés, qui sont un peu anxieux, parfois un peu dépressifs, etc., qui ont des troubles du sommeil. C'est des choses banales. Bon, enfin, pas banales, mais c'est des choses qui sont liées à des troubles de l'attention. Ils se plaignent beaucoup, et quand on les met en situation de test, où il faut concentrer son attention sur l'information qu'il faut garder en mémoire, là, ça fonctionne bien. Donc, ils ont une plainte élevée et des performances normales, alors que la personne qui a une maladie d'Alzheimer, souvent, n'est pas consciente de ses difficultés. Donc, il ne se plaint pas, mais les performances ne sont pas bonnes. C'est là où vous dites que la personne qui s'en aperçoit, elle n'est probablement pas malade, c'est ce que vous dites dans le livre, et la personne qui ne s'en aperçoit pas parce que c'est l'entourage qui s'en aperçoit,
Exactement. J'ai fait mes devoirs. Exactement, c'est très bien. Exactement. Et vous vous en rappelez. Vous rappelez des choses importantes. Je rappelle des choses importantes que j'ai lues récemment. Bien. Vous dites aussi que la dépression pourrait jouer également une partie dans le développement de la maladie. Écoutez, je crois qu'il faut, par rapport à ça, il faut être très prudent. Là, ce sont des choses qui sont quand même assez discutées. Je pense que la dépression est souvent responsable de difficultés, de plaintes de mémoire, de difficultés d'attention. Pourquoi? Parce que quand on est dépressif, on est envahi par des ruminations mentales. Et quand vous êtes dépressif, vous n'êtes pas ouvert sur le monde. Donc vous ne captez pas bien ce qui se passe autour de vous. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez le début de la maladie. Au contraire. Parce que justement, comme on est... Si vous voulez, quelqu'un qui n'est pas dépressif, c'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde et qui est comme un buvard, qui va capter les choses, qui va les percevoir, qui va les enregistrer. Le dépressif, il est auto-centré sur sa douleur, il est envahi par ses ruminations, par ses préoccupations personnelles, et donc on lui raconte des choses, il n'entend pas parce qu'il pense à autre chose, il écoute la télévision en pensant à autre chose, etc. Et donc il va donner l'impression de ne pas se rappeler des choses. Mais non, c'est des troubles de concentration qu'il y a dans la dépression, le plus souvent. Alors, c'est vrai que statistiquement, on montre qu'on peut rentrer dans la maladie d'Alzheimer avec une sorte de perception qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et à ce moment-là, il peut y avoir une petite réaction dépressive, et parfois, la dépression est le marqueur apparent d'un début d'Alzheimer. Mais il faut surtout retenir que la dépression entraîne plutôt des troubles de l'attention et qui peuvent être un piège pour le diagnostic. Professeur Dubois, vous dites qu'à 50 ans, près de la moitié des gens ont déjà quelques DNF. C'est quoi les DNF? Expliquez-nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la moitié d'entre nous, à partir de 50 ans, vont développer une démence? Alors, abordons la question des lésions de la maladie d'Alzheimer. Il y a deux lésions principales. Il y a les lésions amyloïdes, c'est-à-dire c'est des dépôts d'une substance anormale qui fait des plaques que l'on voit dans le cerveau des patients, qu'on appelle les plaques amyloïdes. On a ça d'un côté. De l'autre côté, on a des modifications d'une protéine à l'intérieur des neurones qui s'appelle la protéine Tau, T-A-U. Et cette modification va entraîner une dégénérescence des neurones jusqu'à leur dysfonctionnement et leur mort. Donc on a d'un côté les lésions amyloïdes, de l'autre côté les lésions Tau. Ce qui est intéressant, c'est que les lésions Tau, c'est-à-dire cette dégénérescence des neurones, on l'observe dans une région localisée du cerveau, pratiquement, pas chez tout le monde, mais elle est relativement fréquente au cours du vieillissement normal.